Bonjour et bienvenue au webinaire Vendre en Allemagne, oui mais comment? Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux aujourd'hui à cet événement en ligne organisé par le Club d'affaires franco-allemand du Rhin supérieur, le CAFA RSO, avec les cabinets franco-allemands Liebig und Partner, Epp et Stabnau. Mon nom est Axel Stabnau, ou Stabnau en français. Je suis franco-allemand, coprésident du Club d'affaires franco-allemand du Rhin supérieur, fondateur, dirigeant et consultant du cabinet de conseil franco-allemand Stabnau, spécialisé dans le développement commercial et d'entreprises en France et en Allemagne. J'accueille à mes côtés Madame Nina Meyer, qui est consultante en ressources humaines et recrutement. Elle accompagne depuis plus de 15 ans des entreprises françaises et d'autres pays sur le marché allemand. Nina Meyer dirige le cabinet du conseil Liebig und Partner basé à Baden-Baden, qui mène plus d'une centaine de projets de recrutement par an. Bienvenue à toi, Nina. Bonjour. J'accueille également Monsieur Jörg Luft, qui est Rechtsanwalt, avocat allemand, depuis 24 ans au sein du cabinet franco-allemand Epp Rechtsanwälte Avocat. Il accompagne les entreprises françaises en Allemagne dans tous les domaines juridiques, particulièrement en droit du travail et en droit des agents commerciaux. Jörg Luft est également coprésident du club d'affaires franco-allemand du Baden-Württemberg. Bienvenue à toi, Jörg. Bonjour à tous. Avant de commencer avec le vif du sujet, quelques informations techniques. Sur votre droite, sur vos écrans, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Nous y reviendrons au fur et à mesure. Il faut savoir qu'à la fin de la présentation, il y a aussi une partie questions-réponses de prévu. La présentation est téléchargeable dans l'onglet également sur cette partie à droite. Et la manifestation est enregistrée, donc nous vous la partagerons après l'événement. L'Allemagne, voisin direct de la France, est le plus grand marché européen. Premier partenaire économique de la France devant la Chine, l'Allemagne est à la fois le premier client et le premier fournisseur de la France. Les entreprises françaises, lorsqu'elles abordent le marché allemand, sont confrontées au choix du canal de distribution avec leur propre personnel, via un agent commercial en tant qu'intermédiaire, via un distributeur ou via une filiale. Chaque mode de distribution présente des avantages et des inconvénients. C'est ce que nos intervenants et experts dans leur domaine vont mettre en lumière dans ce webinaire. Donc, le premier mode de distribution que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est la vente par un distributeur. Et Axel, je te redonne la parole pour démarrer sur ce sujet. Merci Nina. Donc le premier sujet, le distributeur, donc la vente indirecte, de s'appuyer sur un spécialiste dans la distribution dans le pays, donc en Allemagne, pour distribuer vos produits sur le marché allemand. Alors, il y a deux types de distribution possibles via un distributeur. Donc, la première, c'est le distributeur exclusif qui va centraliser et coordonner toutes les activités dans le pays, ce qui est particulièrement intéressant si vous souhaitez gérer la partie linguistique et culturelle. Donc, vous avez un interlocuteur et lui va s'occuper de l'ensemble de la distribution pour vous dans le pays. L'autre cas de figure, c'est de dire vous souhaitez travailler avec plusieurs distributeurs et ne pas avoir seulement qu'un seul partenaire, et donc de travailler géographiquement, par exemple, avec plusieurs distributions dans les différentes régions en Allemagne. Les avantages, c'est que les frais sont minimes puisque vous travaillez avec des indépendants. Les distributeurs connaissent leur métier, mais il faut savoir aussi que c'est eux qui gèrent les ventes. Donc, si demain, ils vous disent « on n'a plus envie de travailler avec vous », vous n'avez plus aucun accès ou plus aucun accès sur le marché. Donc, il y a une relation client-fournisseur. Donc, dans votre intérêt de créer une relation de partenariat est importante. Ce qui est très apprécié également en Allemagne, de travailler en partenariat, de travailler de manière long terme avec ses partenaires. Point de vigilance, donc c'est vraiment le côté animation, l'animation de ces distributeurs.
Donc, ce que je disais juste à l'instant, le côté linguistique et culturel à prendre en considération. Et l'animation, alors il faut être présent quand votre distributeur allemand a des questions. Il faut être réactif, pouvoir lui répondre et aussi de temps en temps être sur place pour pouvoir le rencontrer. Et je passe la main ailleurs pour le côté juridique. Merci beaucoup, Axel. Donc, en ce qui concerne l'aspect juridique de la collaboration avec un distributeur, qu'est-ce qu'il faut garder en tête? La première chose, ça va vous paraître tout simple, mais c'est pas anodin. Je vous conseille fortement de formaliser la collaboration avec votre distributeur par un contrat ou une convention écrite. Pourquoi? On aura moins de problèmes de preuves et moins de risques de litige par après. Qu'est-ce qu'il faut régler dans ce genre de contrat? Non seulement, bien entendu, le secteur de distribution qui est confié au distributeur, mais également d'autres modalités de collaboration comme les rabais que le fournisseur accorde à son distributeur, etc., etc. Un prochain point à régler, d'après moi, absolument, c'est le statut d'exclusivité ou non du distributeur. Sachez que si on n'exclut pas expressément le statut d'exclusivité, le distributeur, en cas de litige, pourrait quand même soulever cet aspect-là et dire oui, il y avait quelques indices, j'étais bien le seul, le site internet, etc., a été rédigé d'une certaine façon. Tout le monde pouvait croire que j'étais exclusif. Donc, toi, cher fournisseur, tu n'as pas le droit de travailler directement sur le sol allemand. Pour éviter toute discussion, il faut régler cette histoire, cette question dans le contrat. Il faut également régler le droit applicable. Comme il s'agit d'une collaboration internationale, il faut déterminer le droit applicable, que ce soit le droit allemand ou le droit français. Le droit allemand étant, dans un contexte franco-allemand, plus favorable pour le fournisseur, surtout en ce qui concerne les modalités de rupture. Si vous voulez mettre fin à la coopération avec votre distributeur en Allemagne, vous le savez peut-être, le droit français est assez strict. Il faut, pour éviter le reproche d'une rupture abusive et rupture brutale, respecter un délai de préavis qui va jusqu'à 18 mois. Là, le droit allemand est un peu plus souple et prévoit normalement même pas d'indemnité de rupture et un délai de préavis de maximum 6 mois. Voilà. Passons au prochain mode de distribution. Certains fournisseurs préfèrent travailler avec leur propre personnel sur le terrain allemand. Nina, pourrais-tu nous en dire un peu plus sur les pour et les contre? Merci. Oui, je vais démarrer avec ce mode de vente par un commercial salarié. Donc, ce que je constate dans mon quotidien, c'est que beaucoup d'entreprises étrangères et aussi françaises rencontrent des difficultés avec le recrutement en Allemagne. Et j'ai quelques hypothèses pourquoi. Je pense que c'est notamment culturel. Donc, les Français sont souvent en une approche assez entrepreneuriale, tentent des choses, même parfois avec relativement peu de moyens. Et un Allemand, un salarié allemand, il va attendre une approche beaucoup plus structurée. Il va attendre un site en allemand, un budget, des brochures, un support commercial germanophone. Et il y a souvent un fort décalage. Les Allemands me disent souvent, mais la société n'a pas mis les moyens nécessaires. Et les sociétés françaises me disent, mais il n'a rien fait, il n'a pas montré assez d'engagement. Donc, il y a un réel décalage qu'il faut prendre en compte.
et il faut trouver des compromis, voilà, si besoin, pour pouvoir le régler. Hein. Il faut aussi prendre en compte des salaires qui sont plus élevés en Allemagne. Pour vous donner une idée, voilà, c'est basé sur des recrutements que nous avons faits, mais sachez qu'il y a des variations selon les régions dans lesquelles vous recrutez et selon les secteurs d'activité. Mais bon, je voudrais quand même vous citer des exemples pour avoir une idée concrète. Donc, pour des postes de sales manager sans responsabilité managériale, pour des produits dans le bâtiment, dans le second œuvre, par exemple, ou alors des produits industriels plutôt complexes, un salaire va être aux alentours de 85-95 000 euros à l'année, avec la variable comprise. Vous avez d'autres secteurs, comme par exemple l'agroalimentaire ou la logistique, où les salaires sont un peu moins élevés, où vous allez plutôt être sur du 60 000 en fixe, plus une variable de 10 à 20 000 euros qui se rajoute. Mais sachez, c'est variable selon les entreprises, selon les secteurs d'activité et les régions géographiques, mais ça vous donne tout de même une idée. Hein. Comment procéder si vous voulez recruter par annonce en Allemagne? Il faut, dans un premier temps, rédiger une annonce vraiment bien faite. Ça coûte cher, les annonces en Allemagne, donc il faut vraiment prendre le temps de bien faire, d'intégrer les aspects forts de l'entreprise, de donner des détails sur les produits, sur les marchés, sur la culture d'entreprise et la rédiger dans un allemand parfait. Donc, pas de traducteur automatique, pas la faire rédiger par quelqu'un qui n'a pas la langue maternelle allemande, c'est important. Pour la publier, je vous recommande le site de Stepstone, qui est le leader en Allemagne. Les annonces que nous publions fonctionnent assez bien sur site. Il y a aussi le site de Indeed qui peut marcher pour certains postes et LinkedIn, les slots d'annonces pour certains postes, ça fonctionne bien aussi. Mais là, vous pouvez me demander aussi au cas par cas, voilà, ce qui serait le support le mieux adapté. Ensuite, vous faites la sélection des profils. Je vous recommande de faire au maximum 3 entretiens pour un poste. Donc, regroupez les différents interlocuteurs. Ne faites pas venir les personnes 4-5 fois. Et il vaut mieux rembourser les frais de voyage quand vous faites venir des candidats chez vous. C'est quelque chose qui se fait en Allemagne et ça ferait bizarre pour des candidats s'ils doivent se déplacer à leurs frais. Une fois que vous avez recruté un commercial, un sales manager, il est important de vraiment bien l'intégrer dans la société. Et ça passe obligatoirement par une présence sur plusieurs semaines au siège avec vous. Hein. Donc, pour qu'il connaisse les produits, pour qu'il puisse aussi se construire son réseau en interne. Après, il va travailler à distance, donc il faut qu'il puisse se construire un bon réseau. Par la suite, il faut un échange au minimum toutes les semaines pour le suivre, pour être accompagné par le directeur commercial. Ce sont voilà, d'après mes expériences, vraiment les clés du succès pour travailler avec un commercial en Allemagne. Nina, il y a une question d'un participant qui concerne le salaire. Avez-vous une idée du salaire moyen pour la vente de solutions logicielles, software Vertrieb? Oui, il y a une particularité dans l'IT par rapport au salaire, c'est qu'il y a une variable extrêmement élevée. Pour les salaires fixes, vous allez être proche des produits industriels, donc dans les 80-90, mais la variable, elle est dans les logiciels souvent extrêmement élevée.
ce qui fait que les salaires vont dépasser très largement les 100 000 euros. Voilà, donc à Axel de continuer sur ce sujet. Oui, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Nina. Le commercial en Allemagne, il représente l'entreprise. Une grande différence culturelle à mes yeux par rapport à la vision en France. Parce qu'en France, un commercial, c'est la force de vente, c'est un vendeur. Et en Allemagne, il représente l'entreprise. Et dans la représentation dans l'entreprise, il y a cette notion que tu viens d'évoquer, justement, de préparation. Il faut que ça soit carré, il faut que ça soit représentatif. Donc, il faut la carte de visite, il faut un véhicule approprié. Donc, une Renault Clio n'ira pas pour aller voir des clients en Allemagne. Il faut un site en langue allemande. Enfin, voilà, ce sont des petites choses, mais sur lesquelles les clients allemands portent énormément d'importance. Et donc, forcément, le commercial qui va être en interaction avec les clients va être très sensible sur ces points, puisqu'il va dire tant que je n'ai pas ça, je ne peux pas aller travailler. Le rôle du commercial, c'est les relations. Alors, en Allemagne, on est très porté sur les faits. Donc, ça va être le produit qui va être au cœur des échanges. Mais je vous rassure, la relation entre humains joue également un rôle. Mais le client allemand va surtout attendre quelqu'un de compétent, quelqu'un de formé et qui va pouvoir répondre et apporter les bonnes solutions et pas quelqu'un de sympa. Quelqu'un de sympa, ça vient en deuxième lieu. D'ailleurs, en Allemagne, on va déjeuner avec le client une fois qu'on a fait l'affaire et pas pour faire les affaires. Donc, il y a des petites subtilités entre la France et l'Allemagne qu'il faut connaître. Voilà. Mais un commercial est clairement un plus pour être proche du client. On augmente la crédibilité, la confiance envers l'entreprise, ce qui permet aussi de pouvoir s'adapter mieux localement. Alors, ce qui est très important, c'est de ne pas dupliquer le modèle qui fonctionne en France, de traduire et d'embaucher un commercial. Ça ne fonctionne pas. Trop d'entreprises l'ont essayé. Donc, l'idée, c'est vraiment de changer le moins possible, mais de s'adapter localement. Donc, il faut vraiment comprendre le client, comprendre ce dont il a besoin et surtout comprendre aussi qui sont les concurrents, puisque c'est face à eux que vous allez être comparé. Il y a une forme de contrat, le VIE, qui est beaucoup utilisé en France, notamment pour aller à l'export. Je veux juste vous donner le point de vue extérieur ou le point de vue allemand. Vous êtes une entreprise allemande, vous êtes orienté sécurité, vous ne voulez pas prendre de risques, vous voulez choisir les bons partenaires et vous avez une entreprise française, donc étrangère d'un point de vue allemand. De plus est un petit jeune qui débarque et qui connaît pas bien les produits, ça va être compliqué de rentrer en affaires ou de pouvoir travailler ensemble. Donc, je ne veux pas dire que c'est pas la solution. Dans certains cas de figure, surtout des produits qui demandent peu de compétences techniques, ça peut être très bien. Des jeunes collaborateurs peuvent apporter un grand dynamisme, peuvent apporter aussi beaucoup d'élan, mais surtout pour les produits techniques où il faut apporter beaucoup de compétences techniques. De l'expérience terrain est certainement un plus. Après avoir, et ça je pense que Nina est certainement la bonne personne pour cela, pour mixer peut-être entre des collaborateurs plus expérimentés avec des VIE, c'est certainement des modèles. Donc il n'y a pas de modèle type de dire c'est le VIE, c'est le contrat comme ça. La bonne chose, c'est vraiment il faut trouver le bon mix, les bons collaborateurs et ensuite bien évidemment le bon contrat pour pouvoir apporter le meilleur service et les meilleurs conseils à ses clients allemands. Et du coup, je passe la main ailleurs pour la partie juridique. Oui, je vais peut-être intercaler une question qui vient d'être posée. La question est si c'est possible de faire un mix justement entre des distributeurs et des salariés commerciaux propres sur
sur d'autres secteurs. D'un point de vue juridique, oui, tout à fait. Hein, je peux bien entendu avoir plusieurs modes de distribution en Allemagne. Le problème juridique ou le défi, ça serait cette histoire de exclusivité. Donc, si j'ai accordé directement ou indirectement l'exclusivité à mon distributeur ou à mon commercial, j'ai tout simplement pas le droit d'avoir plusieurs personnes dans le même terrain. Donc, il est important de ne pas prévoir pour ce genre de cas d'exclusivité dans les accords. Voilà. D'un point de vue commercial, Jörg, si je peux compléter, Oui. Ça donne énormément de sens quand vous travaillez avec plusieurs distributeurs en Allemagne, puisque sur place, il va falloir les animer, il faudra aller les rencontrer, et donc d'avoir un commercial qui sera en Allemagne et qui ira voir les distributeurs sur place est clairement un plus. Oui. Et juste dernier aspect là-dessus, il est aussi assez fréquent de définir un portefeuille de produits plutôt commodités qui sont distribués via une distribution et d'avoir un autre portefeuille de produits plus spécifique qui est vendu en vente directe par des commerciaux propres. Parfait. Il y a encore une question, mais on va l'aborder tout à l'heure. La question vise des apporteurs d'affaires. On va en parler tout à l'heure quand on parlera des agents commerciaux. OK, donc qui dit salarié dit droit du travail. Droit du travail, bien entendu, sachez que pour un salarié qui travaille en Allemagne, c'est le droit du travail allemand qui s'applique, pas le droit du travail français que vous avez peut-être prévu dans vos modèles de contrat de travail. Donc, il faut que vous utilisiez et que vous appliquiez un contrat de travail de droit allemand et de préférence de langue allemande. Mais la langue, ça, c'est pas obligatoire. Qui dit salarié dit également charges sociales. Bien entendu, les charges sociales pour votre commercial qui travaille sur le sol allemand seront à payer en Allemagne auprès des organismes de sécurité sociale allemands. Ce qui n'est pas vraiment un grand problème ou un inconvénient parce que les charges sociales, en tout cas par la part patronale, est moitié moins chère qu'en France. On parle à peu près de 20-22%, contrairement à la France où, vous le savez tous, on se situe plutôt entre 40 et 45%. Qui dit salarié dit aussi pouvoir de direction, qui est un avantage. Hein. Vous pouvez guider et diriger votre salarié, qui est votre salarié, et lui imposer son activité. Lui dire par exemple, ce jour-là, tu iras voir ce client-là, le lendemain, tu fais des rapports, le troisième jour, tu viens au siège en France pour une réunion. Voilà. Ce qui est vraiment un avantage. On n'a pas cette même possibilité avec un distributeur ou avec un agent commercial. On y reviendra. Finalement, sachez que si vous serez obligé de vous séparer de votre commercial en Allemagne, il y a certaines procédures de licenciement, donc droit du travail, à respecter qui sont moins contraignantes qu'en France. Il y a par exemple pas d'indemnité de licenciement à payer. En Allemagne, ça n'existe pas, une indemnité de licenciement légale. Et pour des entités qui ont moins de 10 personnes, donc si vous n'embauchez que 1, 2, 3, jusqu'à 9 salariés en Allemagne, la procédure de licenciement est encore plus facile parce qu'il ne faut même pas de motif de licenciement. Pour minimiser les frais fixes, souvent lors de l'entrée sur le marché allemand, il y a pas mal de fournisseurs, fabricants qui choisissent le mode de distribution par un agent commercial. Axel, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, un agent commercial, c'est un commercial, mais qui est indépendant. Donc, ça a l'avantage qu'il va être rémunéré que au résultat. Donc, pour vous, une réduction de frais. Donc, ça peut être un chemin de distribution très intéressant.
bah, il peut proposer vos produits en complément d'autres produits, ce qui peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient. Donc, il faut bien connaître le portfolio de votre agent commercial, qu'est-ce qu'il propose comme produit. Et si votre produit est parfaitement complémentaire par rapport au reste, bah là, c'est super, c'est le bon plan parce que son réseau de clients, il l'a déjà. Il va les visiter pour ses autres produits. Et donc, si votre produit est la petite pièce qui lui manquait, c'est le cas idéal. Il faut savoir qu'un agent commercial est un indépendant, donc il va poursuivre ses intérêts. Donc, si vous voulez lui donner des directives, ça va être un petit peu plus compliqué que pour un salarié. Donc, il faut que vos objectifs et les siens soient en phase pour que ça fonctionne bien. Mais la distribution par agent commercial est un système de distribution qui se fait beaucoup et bien en Allemagne, ça fonctionne bien. Les gens savent travailler aussi de manière indépendante et structurée. Au niveau des objectifs de croissance, si vous souhaitez commencer par un agent commercial pour par la suite basculer sur un salarié, je tiens à mettre en garde, Jörg Luft y reviendra tout à l'heure. Il faut savoir que les frais de rupture sont quand même conséquents, mais Jörg y reviendra tout à l'heure. Donc là, je passe d'abord la main à Nina qui va venir sur le volet RH. Ok, donc merci Axel. Donc pour trouver votre agent commercial en Allemagne, à quoi il faut penser et comment il faut procéder. Tout d'abord, il faut vraiment définir une bonne stratégie de recherche. Ce n'est pas évident de trouver quelqu'un qui, dans la durée, va vous apporter un flux d'affaires régulier. Un agent co a plusieurs cartes en règle générale et à vous de définir si vous allez plutôt être une carte principale d'un agent commercial ou une carte secondaire. Il faut estimer de façon réaliste le chiffre d'affaires que vous pouvez réaliser en Allemagne et ce que ça va générer comme revenu pour l'agent commercial. Je vous donne un exemple. J'ai cherché pour une société française il y a un an à peu près un agent commercial pour l'Allemagne et cette société avait déjà un portefeuille assez important sur le marché allemand. Donc l'agent commercial devait reprendre ce portefeuille et le développer. Ce qui fait qu'on a recruté quelqu'un qui avait ce client-là comme carte principale. Il a eu des revenus stables dès le début via cette carte. Si vous, aujourd'hui, vous démarrez quasiment à zéro en Allemagne, au début, l'agent commercial n'aura pas de revenus. Donc, il vaut mieux miser sur quelqu'un qui a des produits complémentaires à vos produits et qui va s'adresser à une clientèle plus ou moins identique. Donc, ça, c'est à définir. En plus, il faut toujours prendre en compte la géographie. Les agents co sont généralement focalisés sur des régions allemandes, sur des territoires géographiques assez précis. Donc, à vous de définir où sont basés vos clients potentiels et de choisir l'agent commercial dans la bonne région. Je vous ai indiqué dans la présentation le site de handelsvertreter.de qui est vraiment un site spécialisé pour la recherche d'agents commerciaux qui peut assez bien fonctionner. Vous pouvez poster des annonces. Et il y a aussi sur Stepstone, qui est le site de recrutement que j'ai déjà mentionné tout à l'heure. Sur ce site-là, vous trouvez aussi régulièrement des annonces de Handelsvertreter, donc ça peut être une autre piste. Par contre, sur Stepstone, je dirais plutôt quand c'est une carte principale, sur Handelsvertreter, plutôt quand vous êtes une carte secondaire pour quelqu'un. Voilà pour ma partie sur ce sujet. Quid des aspects juridiques, agent commercial, Handelsvertreter en allemand, Nina l'a déjà dit. Là, pareil, je vous conseille fortement de
prévoir un contrat écrit qui n'a pas nécessairement 10 pages, hein, il suffit d'un petit accord écrit, pas se contenter de serrer la main et de souhaiter une bonne collaboration parce qu'on s'est rencontrés sur un salon professionnel, etc., mais vraiment confirmer les bases de la collaboration par écrit. Au moins le secteur, au moins le taux de commission et au moins la question si l'agent commercial touche des commissions pour les affaires directes et indirectes. Je m'explique. Si j'accorde un secteur géographique bien précis à un agent commercial, il a, d'après la loi, que ce soit la loi française ou allemande, automatiquement droit au paiement de commissions pour toutes les affaires avec des clients qui sont situés dans ce secteur. Et ceci, indépendamment du fait si l'agent a travaillé avec ce client, s'il a acquis ce client ou pas. Pour éviter ceci, parce qu'on veut uniquement payer une commission quand l'agent a vraiment travaillé, il faut le prévoir dans le contrat. Pour l'histoire d'exclusivité, pour cet aspect-là, c'est la même chose que pour les distributeurs. Si on veut éviter que l'agent commercial ait le statut d'exclusivité, il faut l'exclure par écrit dans le contrat. Le droit applicable est un aspect très important dans le cadre de la collaboration avec un agent commercial en Allemagne. Sachez que lors de la séparation de l'agent commercial, le fabricant, le fournisseur ou le principal, comme on l'appelle en allemand, doit payer une indemnité de rupture, que ce soit en droit français ou en droit allemand. Mais je vais faire court, cette indemnité est moins élevée en droit allemand qu'en droit français. C'est pour cette raison, je conseille à mes clients, dans un contexte franco-allemand, de prévoir expressément dans le contrat international le droit allemand. Voilà. On avait, avant de passer au prochain mode de distribution, il y a encore une question qui vient d'être posée et on va un peu revenir en arrière. La question est toute simple, mais un VIE, c'est quoi exactement? Peut-être Axel, Nina, est-ce que vous pourriez juste dire ce que ça veut dire VIE et peut-être dire une phrase là-dessus? Nina, tu peux peut-être en dire plus que moi là-dessus, non? C'est un contrat français qui est proposé pour des jeunes qui sortent de l'école, de l'université. C'est un volontariat à l'étranger, c'est un poste qui est subventionné par l'État français. C'est un CDD. Voilà, je pense que c'est 1 an ou 2. Axel, tu sais ça? Voilà. Bon, dans les détails, je ne connais pas, mais je sais que c'est une forme qui est beaucoup utilisée, De nombreuses entreprises utilisent ce contrat. Dans les détails, voilà, je me suis pas penché sur le sujet, mais c'est pour ça que j'ai abordé le sujet tout à l'heure. Je dis oui, ça a plein d'aspects positifs, mais il faut aussi voir le côté client. Si vous étiez client, comment vous réagiriez? Donc, dans certains cas, oui, c'est très bien. Dans certains cas, à se poser la question. Donc, oui. Ça peut être un complément. Hein. Ok, encore une question, cette fois-ci par rapport à l'agent commercial. Quelle est la commission moyenne pour un agent commercial? Je pense c'est très très difficile, voire impossible à répondre. Ça dépend du secteur et de la clientèle et tout. Est-ce qu'on calcule la commission du chiffre d'affaires ou sur la marge? Enfin, là, d'un point de vue juridique, tous les deux sont possibles. Par contre, ce qui est habituel, si je peux me permettre de répondre, il est habituel de calculer la commission sur le chiffre d'affaires facturé. Donc, c'est le montant de la facture du fournisseur qu'il établit au
au client final. Oui, commission moyenne. Est-ce que Nina, Axel, vous avez quelque chose à rajouter? Ça dépend. Il faudra, la personne qui a posé cette question peut s'adresser à nous individuellement. Ça dépend de beaucoup d'aspects, en fait, et c'est difficile de répondre avec une moyenne. En tout cas, il n'y a pas de minimum légal, hein, il n'y a pas de SMIC de commission pour les agents commerciaux, donc c'est vraiment de la pure négociation. Encore une question par rapport aux agents commerciaux. Est-ce qu'il peut y avoir un établissement stable? Je vais en parler tout à l'heure, mais la réponse est oui. Un agent, donc établissement stable, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une notion fiscale purement. Donc l'État allemand peut à un moment donné dire, écoutez, cette entreprise française, elle a tellement d'activités en Allemagne, par des salariés, par des agents commerciaux, que moi, fisc allemand, je veux prendre ma part et je veux imposer les bénéfices également en Allemagne. On résulte souvent le problème de double imposition parce que l'entreprise française est déjà imposée en France, où elle a son siège. Et effectivement, un agent commercial peut créer par sa simple présence et par son simple activité en Allemagne un établissement stable en Allemagne, ce qu'on appelle la Vertreterbetriebsstätte, donc l'établissement stable qui est créé par un représentant de la firme française en Allemagne. Pour éviter tout ça, juste en 2 mots, je ne suis pas expert comptable, mais pour éviter ou pour réduire le risque de création d'un établissement stable, il ne faut pas que l'agent ni le salarié commercial d'ailleurs ait un pouvoir de signature sur place, mais que les affaires sont conclues à partir de la France et en France. C'est-à-dire concrètement, la confirmation de commande doit venir du siège français et pas du commercial ou agent commercial allemand. Voilà, donc passons au prochain mode de distribution. L'équipe commerciale. On n'a pas seulement un salarié, un commercial en Allemagne, mais toute une équipe. Axel, quels sont les aspects à garder en tête? Alors avec l'équipe, on duplique ce qu'on vient de voir avant avec le commercial salarié. Donc on va renforcer la présence terrain mathématiquement, puisque si vous passez de 1 à plusieurs commerciaux, vous allez pouvoir aller voir plus de clients, ce qui va amener plus de compréhension, une meilleure compréhension, une meilleure interaction, ce qui va amener à une meilleure satisfaction. Et si tout le monde fait bien son boulot, la suite logique, ça va être une augmentation des volumes des ventes. Donc, ce qui va être décisif dans cette croissance avec l'équipe commerciale, ça va être la collaboration avec le siège. Parce que l'équipe commerciale ne fait qu'appliquer la stratégie de l'entreprise sur le marché allemand et va remonter des informations au siège. Et si les collègues qui sont avant et les collègues qui sont après n'écoutent pas les collègues de l'équipe commerciale et n'acceptent pas qu'il y ait des choses qui puissent être différentes à d'habitude, ça peut apporter des problèmes. Concrètement, je m'explique, vous avez une opération commerciale marketing en France, vous avez des visuels qui sont adressés pour la France, vous avez des messages adressés à la France. L'équipe marketing fait traduire tout cela et transmet ça à l'équipe commerciale en Allemagne. C'est normal que l'équipe commerciale dise bah oui, mais ce n'est pas les arguments que mes clients attendent. Donc là, il est important qu'il y ait entre le marketing et l'équipe commerciale des échanges et de l'ouverture aussi à écouter et à comprendre que ce ne sont pas toujours les mêmes arguments d'un pays à l'autre. Il peut y en avoir, mais c'est pas forcément les mêmes. Pareil pour le traitement des commandes. Que les commandes venant de l'Allemagne soient traitées de la même efficacité et de la même qualité que ça peut être fait pour un client habituel en France.
et qu'on essaie d'apporter la solution qui est demandée par le client. Voilà, et je passe la main à Nina pour le côté RH. Oui, il y a quelques aspects à prendre en compte quand on a toute une équipe en Allemagne, une équipe commerciale. Tout d'abord, il faut être vigilant sur la création des secteurs, des différentes zones commerciales. Il ne faut pas qu'elles soient trop grandes, sinon les personnes perdent beaucoup de temps sur la route. Je préfère plutôt vous dire que vous pouvez, en fonction de votre secteur d'activité, peut-être aussi délaisser dans un premier temps certaines zones qui ont peut-être moins de potentiel et vous focaliser sur les secteurs géographiques où sont vraiment situés vos clients. Donc, avoir une équipe, ça veut dire presque automatiquement qu'il faut recruter, qu'il faut embaucher un directeur commercial ou au moins un chef d'équipe qui encadre cette équipe allemande. Donc, quelques mots sur le management allemand. La plupart des Allemands attendent un management très participatif et une relation vraiment d'égal à égal. En France, il y a souvent une relation, un rapport plus hiérarchique entre un directeur et les membres de son équipe. Ce que je trouve extrêmement important de la part de la maison mère en France, c'est de créer et de maintenir un lien avec chaque commercial de l'équipe et de ne pas se dire on a maintenant un directeur commercial qui parle français, ça va être notre relais et tout le reste de l'équipe, on n'a plus aucun contact. Ça ne fonctionne pas dans la durée d'après nos expériences. L'idée est de vraiment créer pour toute l'équipe un sentiment d'appartenance à votre société. Et ça passe pas par une seule personne. Donc, il faut les faire venir régulièrement en France, toute l'équipe. Il faut avoir des liens à plusieurs niveaux dans l'entreprise. Et ce qui répond en même temps à l'objectif que vous limitez ainsi le pouvoir de votre direction commerciale allemande. Parce que sinon, le directeur, il part pour X raisons. Si l'équipe n'a aucun lien avec vous en tant que maison mère, c'est facile pour une personne d'emmener toute l'équipe ou voilà, il y a tout de suite une cassure. Alors que quand vous maintenez un lien étroit avec tout le monde, ça va être beaucoup plus facile à gérer. Voilà pour ma part. Merci beaucoup. En ce qui concerne donc l'équipe commerciale, donc au niveau juridique, droit du travail, déjà la première chose à savoir que cette différenciation cadre-non cadre, comme en France, n'existe pas en Allemagne avec des dispositions légales applicables différentes d'un salarié non cadre. Ça veut dire concrètement, pour bien déterminer les tâches, les rôles, les droits et obligations, par exemple, du directeur commercial qui serait cadre en France et les commerciaux qui font partie de son équipe, il faudrait plutôt en Allemagne passer par une description de poste dans le contrat de travail très détaillé, aussi pour établir les liens de collaboration entre les différentes personnes, par exemple, qui est le supérieur hiérarchique de qui, etc. En ce qui concerne la procédure de licenciement, donc je vous ai déjà expliqué que la procédure est allégée en Allemagne quand votre équipe en Allemagne ne dépasse pas 10 personnes. Dans ce cas-là, vous pouvez licencier librement sans motif. Bien entendu, il faut respecter le délai de préavis légal ou contractuel, mais il ne faut pas de motif. Et je l'ai déjà dit, si on a le motif, si on arrive à prouver le motif, par exemple économique, parce qu'il n'y a pas suffisamment de travail, etc.,
on ne doit même pas payer en Allemagne d'indemnité de licenciement. C'est quand même une grande particularité par rapport au droit français. Encore une fois, la notion d'établissement stable, je vous le rappelle, qui est une notion purement fiscale. Hein. On peut avoir un établissement stable en Allemagne sans avoir créé une filiale ou une structure. C'est le fisc qui va dire à un certain moment, je veux ma part, je veux imposer les bénéfices, parce que la présence de cette entreprise française en Allemagne est tellement massive et forte que tout simplement, oui, je veux aussi prendre part et avoir et toucher les impôts. Je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, je le répète, un moyen pour réduire le risque de création d'un établissement stable par un commercial, par une équipe commerciale ou par un agent commercial est de ne pas prévoir de pouvoir de signature. Abschlussvollmacht, comme on dit en allemand, il faudrait exclure ceci. Voilà. Au niveau timing, nous sommes vraiment parfaits. Nous avons encore un dernier mode de distribution à aborder, mais comme on a encore un peu le temps, je vais, si vous le permettez, Nina et Axel, en profiter pour revenir à des questions qui viennent d'être posées. La première question n'est même pas vraiment une question, mais plutôt une remarque dont je remercie le participant par rapport au VIE. Encore une fois, le VIE, donc Volontariat international en entreprise, il est subventionné, donc le salaire pour cette personne qui travaille donc à l'étranger, ici en Allemagne, est payé à 50% par l'État français, hein, c'est Business France qui gère ça, et à 50% bien entendu par l'entreprise qui l'accueille. Voilà. Alors, il y a encore une question. Un salarié embauché de nationalité allemande peut-il bénéficier du statut de frontalier? La réponse est oui, oui et oui. La nationalité n'a rien à voir avec le statut de frontalier. Même un Allemand qui habite en Alsace peut bien entendu être frontalier en travaillant en Allemagne et en passant la frontière, donc le matin et le soir. Je propose qu'on passe au dernier mode de distribution, à savoir la filiale. À un moment donné, pour différentes raisons, la maison mère française peut être emmenée à créer sa propre filiale en Allemagne. Et c'est Axel qui va commencer à nous en parler. Alors, le grand avantage d'une filiale, c'est que vous devenez une entreprise allemande. Et d'un point de vue commercial, ça change beaucoup de choses, parce que vous n'êtes plus une entreprise étrangère, mais vous êtes une entreprise allemande. Vous gagnez énormément en crédibilité, donc vis-à-vis de vos clients, donc c'est un grand plus. L'inconvénient, bien évidemment, ce sont les frais, donc forcément la création de la filiale doit être motivée par un certain nombre d'arguments et s'adresse souvent à des entreprises d'une certaine taille, mais pas forcément. Donc, ça vous permet d'avoir une autonomie complète localement et de pouvoir traiter pas seulement que les ventes, mais aussi, pourquoi pas, le traitement des commandes, de la logistique, des SAV, et donc de gagner aussi en réactivité et d'adaptation au marché pour éviter justement ces frictions qu'il peut y avoir entre la maison mère basée en France et les équipes en Allemagne, où parfois il peut y avoir des incompréhensions culturelles et qui font freiner les affaires. Au final, ce qu'on veut, c'est apporter solution et satisfaire le client
pour le pérenniser, pour développer les affaires. Donc le directeur, dans ce cas-là, le directeur de la filiale devient responsable de ce business center, et donc il a des comptes à rendre, bien évidemment, à la maison mère, mais pour la partie opérationnelle, c'est lui avec son équipe qui sont en charge de faire avancer et de développer le pays. Ok, donc avoir une filiale, ça veut dire aussi créer un petit service RH en Allemagne, et vous serez probablement amené à recruter du coup divers profils par annonce, mais peut-être aussi en passant par des cabinets. Et je voulais vous expliquer la différence entre deux sortes de cabinets en fait qui coexistent en Allemagne, mais qui ont un fonctionnement assez différent. Il existe d'une part ce qu'on appelle Personalvermittlung, on pourrait le traduire par mise en relation, hein. C'est une société, ce sont des cabinets qui travaillent beaucoup avec un réseau de candidats existants, avec des bases de données, et qui vont proposer des profils, parfois aussi à plusieurs sociétés, hein. Contrairement à ça, des cabinets qui font de la Personalberatung, ce qui est plutôt du conseil RH, ils vont mener des recherches spécifiquement par rapport à votre projet, par rapport à un cahier des charges qui est défini avec vous. C'est un fonctionnement différent, mais selon le poste, selon ce que vous recherchez, l'un ou l'autre peut être mieux adapté. Pour des fonctions managériales, il est plutôt recommandé de passer par de la Personalberatung plutôt que de la Vermittlung, hein. Mais pour d'autres types de profils, la Personalvermittlung peut être tout à fait une bonne façon de fonctionner. À partir du moment où vous avez une filiale allemande, vous pouvez être noté sur le site Kununu. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce site. En Allemagne, tout le monde le connaît. C'est un site de notation des employeurs. Et c'est extrêmement important parce que des candidats qui postulent pour votre entreprise ou qui rentrent en contact vont systématiquement regarder votre notation Kununu. Donc, il est important d'avoir une bonne note, car une mauvaise note sur Kununu peut accroître des difficultés de recrutement déjà existantes. Donc, je vous invite, suite à ce webinaire, de regarder sur le site et de regarder les notations de toutes les entreprises que vous connaissez en Allemagne pour voir les notations, pour voir les commentaires des personnes sur ces entreprises. Merci Nina. Passons finalement aux aspects juridiques de la création d'une filiale allemande. Premièrement, donc, quelle est la forme de société la plus répandue? Enfin, c'est la SARL, tout simplement, qui s'appelle GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung en Allemagne, qui a donc une société à responsabilité limitée, qui a besoin d'un capital minimum lors de la création de 25 000 euros. Donc, il n'y a pas de SARL à 1 euro, mais il faut avoir un capital d'au moins 25 000 euros, dont la moitié doit être réglée au moment de la création. La SARL allemande peut avoir un gérant français. Il n'y a pas de problème. Donc, souvent, le gérant de la maison mère française est également gérant de la fille allemande. La création, ça c'est peut-être une particularité, ou pas seulement peut-être,
La création doit se faire obligatoirement par un passage devant le notaire en Allemagne. Les notaires en Allemagne ont l'exclusivité de la formalisation et de la création de SARL. Donc, concrètement, c'est votre avocat qui prévoit les statuts et après, on va ensemble chez le notaire qui va donc homologuer et authentifier cette création et faire les formalités auprès du registre du commerce et des sociétés. Donc, il y a des frais de notaire à prévoir. Et finalement, je voulais vous dire pourquoi souvent il y a création d'une filiale en Allemagne. Tout simplement parce que cette filiale allemande peut servir de bouclier de production. La responsabilité est limitée à la société allemande. Elle sert en fait d'écran entre les associés et les créanciers. Et même en cas de fermeture, les créanciers et salariés ne pourront se retourner que contre la filiale allemande et pas contre la mère française, donc qui reste à l'abri de toute procédure de dommages et intérêts, etc., etc. On est presque à la fin. On a encore 4 minutes et je vais en profiter pour répondre à une question qui a été posée il y a 2-3 slides avant par rapport à l'apporteur d'affaires. Oui, l'apporteur d'affaires existe aussi en Allemagne. On l'appelle Tippgeber ou Gelegenheitsvertreter. Il n'y a pas de statut légal en ce qui concerne cet apporteur d'affaires, donc c'est la liberté contractuelle. Par contre, il faut faire attention à ce que cet apporteur d'affaires Tippgeber ne soit pas assimilé soit à un commercial salarié, soit à un agent commercial. S'il en fait trop, s'il apporte trop d'affaires justement, il peut à un certain moment donné réclamer à son profit, bien entendu, le statut soit de salarié, soit d'agent commercial. Donc là, il faut vraiment faire attention à la formulation du contrat de collaboration avec cet apporteur d'affaires. Il y a une question qui a été posée par un participant par rapport à distribution dans le domaine de textiles, chaussures et aliments. Cette question, elle est assez précise. Je pense ici, ce n'est pas l'endroit pour y répondre devant tout le monde. Donc, j'invite ce monsieur qui a posé la question de la poser directement peut-être à Nina Mayer et à Axel Stablau après le webinaire par mail. Vous allez voir tout à l'heure les adresses mail des intervenants affichées à l'écran. Oui, on pourrait peut-être afficher nos coordonnées. Voilà, prochain slide, s'il vous plaît. Comme ça, vous aurez. Alors, vous avez aussi, comme on l'a dit au début, hein, vous avez la présentation que vous pouvez télécharger. Nous vous enverrons par la suite aussi un enregistrement du webinaire. Et bien évidemment, Nina Meyer, Jörg Luft et moi-même, on se tient à votre disposition pour tout complément d'information pour nous échanger avec vous pour vos réflexions et vos projets de développement en Allemagne. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Est-ce qu'il y avait encore d'autres questions, Jörg? Est-ce qu'on a… Non, c'est bon. On est parfaitement dans le timing. Il n'y a plus de questions. 11h59 à l'allemande, on est très précis en timing. Donc, nous vous remercions pour votre participation. Nous serons ravis de vous revoir lors d'une manifestation future du Club d'affaires franco-allemand du Rhin supérieur ou du réseau des 21 clubs franco-allemands qui sont présents dans toutes les grandes villes en France et en Allemagne. Donc, on vous souhaite une excellente journée. Merci et à bientôt.
Merci, au revoir à tous et à toutes.